Yo les trashers, ça y est, après 9 ans d'absence, le monde d'Harry Potter revient enfin sur le devant de la scène avec un nouveau livre et surtout une nouvelle série de films sous la houlette de J.K. Rowling, Les Animaux Fantastiques. Chez Trash, on est assez impatient de voir ce que ça va donner, c'est quand même une histoire qui aura bercé notre enfance. Pour marquer le coup, on s'est dit que ce serait super de voir ensemble 6 secrets incroyables et non résolus de la saga Harry Potter. La première grande guerre de la magie. Il est fait très souvent allusion dans la saga de cette grande guerre, celle des ténèbres orchestrée par Voldemort souhaitant mettre en place un ordre magique puissant, autoritaire, baigné dans la magie noire. On sait comment ça a commencé, pourquoi Voldemort a organisé cette guerre, quelles étaient ses intentions, des intentions relativement simples, une soif de puissance toujours plus grande. Et on sait comment ça s'est terminé, c'est d'ailleurs la fin de cette guerre qui sert de contexte essentiel à l'histoire de Harry Potter. La torture de la famille Londubat par Bellatrix Lestrange, les véritables rôles de personnages comme Sirius Black, le parrain de Harry Potter, ou encore Rogue, voire même Peter Pettigrew. Avec pour climax, la mort des parents de Harry et celle de Voldemort confrontée à la plus puissante des magies, l'amour que portait Lily Potter à son très jeune fils. C'est suffisant pour connaître les enjeux liés à Harry Potter, mais je vous rappelle que la Grande Guerre est censée avoir commencé en 1970 pour terminer en 1981, soit 11 années de règne de terreur pendant lesquelles Voldemort à l'aide de Mange-Morts auront commis de nombreux méfaits. Meurtres, disparitions, magies interdites, etc. On dira même qu'il s'agit de la période la plus sombre de l'histoire de la communauté magique de Mémoire d'Homme. Voldemort voulait installer une hiérarchie entre toutes les créatures magiques en y mettant à la tête les sorciers de sang pur. Des temps d'incertitude, de violence, où personne ne pouvait faire confiance à personne. Vous commencez à comprendre pourquoi tout le monde a un peu la trouille de prononcer le nom du mage noir, et c'est un peu logique. Pourtant, on ne sait rien du tout de comment s'organiser le monde magique à ce moment. C'est plus de 10 ans de trous qui jamais ne seront révélés. Et pourtant, il y a certainement de quoi faire. On peut imaginer une résistance, bien avant l'ordre du Phénix, éparpillée, tenue en échec, une école de Poudlard changée, froide, austère, des conflits internes aux Mange-Morts même, une population transie de terreur qui dénonce, collabore avec le mage des ténèbres, tandis que d'autres cachent un maximum d'enfants de sang mêlé. J'aimerais beaucoup voir une série nous parlant de tout ça, un peu à la manière de The Man in the High Castle. Religion et origine de la magie. Quelle est la place de la religion dans Harry Potter? C'est une question qui a le mérite de se poser, parce qu'on n'en parle jamais directement dans la saga. On sait que les sorciers fêtent Noël et Pâques, très certainement le pendant commercial de ces fêtes, mais la tradition demeure, même pour les sorciers. On sait aussi que les morts sont enterrés et que, notamment, sont inscrites sur les tombes des passages religieux. C'est par exemple le cas de celle de Lily et James Potter sur laquelle est inscrite une citation du premier épître aux Corinthiens. J.K. Rowling a même affirmé, lors de questions-réponses en 2015, qu'une majeure partie des religions était représentée à Poudlard, expliquant notamment la confession de certains personnages, Anthony Goldstein, élève de Serdaigle, qui est de confession juive, ou alors même celle des sœurs Patil qui sont sikhs. En même temps, c'est plutôt logique, voire même nécessaire au bon fonctionnement du monde magique. Imaginez une famille de croyants moldus dont l'enfant se trouve être sorcier. Cela dit, ça ne résout pas tout. Comment cet enfant va-t-il introduire cette nouvelle réalité aux croyances qu'on lui a inculquées? Les prophètes sont-ils des magiciens? Les miracles sont-ils des actes de magie? Fatalement, on se pose de nombreuses questions entourant l'origine même de la magie. D'où vient-elle? On n'y répond pas dans les livres, mais on peut très bien s'imaginer qu'une religion propre aux sorciers s'est aussi développée avec le temps. Et quand on trifouille un petit peu plus, on peut très bien s'imaginer que ça a pu ébranler pas mal de moldus, les poussant par exemple à brûler pas mal de sorciers pendant le Moyen-Âge. Que font les sorciers avant leurs 11 ans? Lorsqu'un enfant issu de famille moldue reçoit pour la première fois sa lettre d'admission à l'école de Poudlard, déjà il y a le choc, mais surtout on sait ce qu'il a fait avant. Il a très certainement suivi un cursus plus ou moins commun dans une école élémentaire, apprenant à lire, à compter, l'histoire de son pays, etc. Mais pour un enfant de sang pur, ayant 2 parents, voire un seul, sorcier ou sorcière, il fait quoi avant? En vrai, on sait pas trop ce qu'a fait Ginny de ses journées dans le tome 1 de Harry Potter, ni même Ron ne parle jamais de ce qu'il faisait avant d'être admis à Poudlard. Il n'y a pas d'institution pour avant vos 11 ans. C'est comme si la première fois que vous mettez les pieds à l'école, c'était pour le collège. C'est dommage. Alors oui, on peut très bien imaginer que peut-être certaines structures sont mises en place pour garder les enfants, leur apprendre des choses élémentaires. On l'imagine d'autant plus que si les 2 parents travaillent au ministère de la magie, il faut bien que quelqu'un s'occupe des bambins. Et encore, vu le credo des sorciers, pour vivre heureux, vivons cachés, il y a de fortes chances que les enfants restent à la maison bénéficiant d'une éducation à domicile. C'est quand même dommage qu'on n'ait pas plus d'informations que ça, et c'est à croire que dans l'univers Harry Potter, vous commencez véritablement à vivre à partir de 11 ans. Le Baron Sanglant et Peeves.
Si les fantômes de manière générale soulèvent pas mal de questions dans l'univers Harry Potter, de Nick quasi sans tête au moine gras en passant par Mimi Géniard, celui qui reste encore aujourd'hui nimbé de mystère, c'est le Baron Sanglant. Alors si vous avez lu le livre, son histoire vous la connaissez. Pour les autres, sachez que le Baron Sanglant était amoureux d'Helena Serdaigle, qui ne l'aimait pas, et fut missionné par sa mère, Rowena, de la retrouver en Albanie. Helena refuse de rentrer avec lui, le Baron s'énerve, il la tue, et peu de temps après avoir réalisé ce qu'il avait fait, le Baron est pris de remords et se suicide avec la même arme qui a servi à tuer la demoiselle. Le Baron Sanglant, comme tous les fantômes, se refuse cependant à la mort. C'est pourquoi il revient hanter Poudlard. Et c'est là que son surnom lui est donné. Une énorme tache de sang imbibant une bonne partie de ses vêtements. Au-delà de ça, on n'en sait pas plus. Le Baron Sanglant n'est pas le fantôme le plus bavard de l'univers de Harry Potter. Il ne parle d'ailleurs jamais directement dans les livres. Les informations sur lui, il faut les grappiller de ça et de là. C'est pourquoi reste encore ce mystère. Pourquoi Peeves, l'esprit frappeur qui n'a peur de rien, qui s'en prend à tout le monde, même à Dumbledore et à l'ensemble du corps enseignant, qui jamais en 25 ans n'aura réussi à être mis à la porte par Rusard, pourquoi a-t-il si peur du Baron Sanglant? C'est le seul à qui il respecte l'autorité et les ordres donnés. Et pour vous dire, Peeves le craint à tel point qu'il suffit de le menacer d'en informer le Baron pour qu'il se calme. Du coup, il ne reste que des suppositions. Peeves semble aussi écouter les jumeaux Weasley parce que l'esprit farceur et les deux garnements sont sur la même longueur d'onde. Dans ce cas, peut-être que le Baron Sanglant, que l'on dit être un tempérament assez fort, glacial, représente le parfait opposé de Peeves. Le ministère de la magie, une dictature. Il y a une société dans la société, parallèle aux institutions normales, comprenez celle des Moldus. En même temps, il leur faut bien ça, il faut gérer une population très puissante qui doit demeurer cachée pour ne pas effrayer le commun des mortels. Mais vous n'avez jamais été un peu surpris de voir comment, en fait, tout ça fonctionne? Déjà, regardons les carrières possibles, entrevues dans les livres et tout ce qui gravite de canonique autour de la saga. Certes, il y a des écrivains qui occupent une place centrale, mais ils sont assez minoritaires. C'est pareil pour les scientifiques, pour les commerçants, pour les artistes, et de même pour le corps enseignant, puisqu'en fait, il ne semble y avoir qu'une école de magie pour le Royaume-Uni. Qui pourvoit le plus d'emplois ? Le ministère de la magie. Que vous soyez dans l'administration ou dans la milice avec les aurores. Quand dans un système t'es condamné à travailler toute ta vie pour une administration, en général c'est pas très bon signe. En parlant d'administration et plus précisément de politique, il n'est jamais fait mention d'un quelconque système électoral. Les ministres sont nommés et au cours de l'aventure, certains sont même virés. Allons même plus loin, la Gazette du Sorcier a de très fortes liaisons avec le ministère de la magie, n'hésitant pas à en faire de la propagande. Et des exemples de propagande on en a à la pelle, le ministre faisant tout pour étouffer le retour de Voldemort et discréditant dès qu'il le peut Harry Potter et Dumbledore. Mieux, cette gazette est le seul quotidien du monde magique britannique. Vous n'êtes toujours pas convaincu? Est-ce qu'on a besoin de se pencher sur le système pénal, où une simple suspicion suffit à vous faire enfermer? C'est un peu ce qui s'est passé avec Hagrid dans Le prisonnier d'Azkaban lorsqu'il a été mis à l'arrêt. C'est le ministre lui-même qui s'est pointé chez lui pour lui dire qu'il va devoir aller faire un tour en prison, sans juge ni avocat. Tenez, Azkaban, parlons-en, la seule prison du gouvernement magique britannique, en pleine mer, dans le froid, dans laquelle vous êtes constamment torturé par des détraqueurs qui aspirent votre âme et vous enlèvent toute joie de vie quand ça les chante. Le reste du monde. Le récit dans Harry Potter est quand même très européano-centré. Tout se passe au Royaume-Uni avec de temps en temps quelques indications de ce qu'il se passe ailleurs en Europe. On vous parle de dragons de Roumanie ou d'Albanie, de ce qu'il se passe dans l'Europe de l'Est, etc., etc. En vérité, le seul moment où l'on parle véritablement d'écoles concurrentes à Poudlard, c'est dans la Coupe de Feu. Oui, bon, déjà, il y a la Coupe de Monde du Quidditch au début du livre, mais surtout, pendant une bonne partie de l'aventure, c'est tout rythmé par le tournoi des Trois Sorciers. On y découvre deux autres institutions, Beauxbatons, l'école française, et Durmstrang, l'école bulgare. Au-delà de ça, nada, que dalle. Libre à vous, et on sous-entend qu'à part quelques préférences magiques pour certaines écoles, comme la magie offensive pour Durmstrang, celle-ci se pratique de la même manière partout. Heureusement, c'est bien loin d'être le cas, et J.K. Rowling a, il y a peu, révélé quelques écoles supplémentaires avec des pratiques de la magie assez singulières, notamment en Afrique, avec l'école de Ouagadougou située en Ouganda, au Japon avec l'école Maotokoro située sur le mont Minami-Iwajima, ou encore Ilvermorny, l'école nord-américaine du Massachusetts. On donne des noms, des particularités, comme réaliser des tours de magie sans baguette, d'autres pratiques de magie, mais rien de plus. On ne sait toujours pas comment les différentes écoles de magie communiquent, s'il y a des frictions, des amitiés, beaucoup de choses qui manquent et qui mériteraient d'être développées. Un monde de secrets.
Le monde d'Harry Potter est plein de petits détails, parfois anodins, parfois d'une grande importance. Honnêtement, qui se serait douté qu'un jour on ferait un film basé sur l'auteur d'un des manuels scolaires de Poudlard. Le récit de J.K. Rowling est parsemé de trous que la communauté se fait un plaisir de combler avec des théories toutes plus folles les unes que les autres. Hermione n'a pas fini avec Harry à la fin et se comporte bizarrement avec lui tout au long du récit. Bim, théorie du lien fraternel. En fait, Hermione, c'est sa sœur. La ressemblance entre Ron et Dumbledore est troublante. Bim, en fait, Dumbledore c'est Ron qui a voyagé dans le temps pour aider ses copains du passé à combattre Voldemort. Voire même en fait, s'il est vieux, c'est qu'il serait parti trop loin dans le passé et qu'il se serait retrouvé en Terre du Milieu et qu'en fait c'est Gandalf. Ouais, enfin, vous voyez le délire. Et c'est sans parler de toutes ces petites questions restées jusque-là sans réponse, comme pourquoi Harry, Dumbledore, McGonagall ou n'importe quel sorcier avec des soucis de vue porte des lunettes alors qu'on peut soigner à peu près tout et n'importe quoi avec la magie. Je rappelle qu'on peut faire repousser des os. Est-ce que Voldemort est asexuel? Que nous montre un épouvantard si on a peur des épouvantards? Qu'est-ce qu'est devenu le corps de Voldemort après sa mort? Pourquoi le blaireau comme emblème de Poufsouffle? Pourquoi le serpent du zoo dans le tome 1 cligne des yeux alors qu'un serpent c'est pas censé avoir de paupières? Et surtout, comment qu'il fait le papa d'Hagrid pour copuler avec une géante? Voire même, est-ce que l'inverse est possible? Oui. Et vous savez c'est quoi le plus cool dans tout ça? C'est que J.K. Rowling se donne la peine de nous répondre, que ce soit directement, à travers les différentes FAQ qu'elle organise, voire même lors d'interviews, ou encore tout simplement en écrivant sur son site. Pottermore, un véritable refuge des fans du sorcier à lunettes, régulièrement mis à jour de données, textes et informations relatifs au monde magique. C'est comme ça qu'elle a affirmé que Dumbledore est gay, qu'elle a traité de religion, voire même donné du crédit à l'une des plus belles théories, celle de la réincarnation des trois frères Peverell, les primo-détenteurs des reliques de la mort, en la personne de Voldemort, Severus Rogue et Harry Potter. Un conte qui se serait répété, plaçant Dumbledore comme étant la mort accueillant Harry tel un ami. Une théorie si belle que l'auteur n'a pu que l'affirmer. Qui sait, peut-être que dans quelques années, toutes les questions posées dans cette vidéo trouveront des réponses.